On est bien donc au 3e jour de la semaine tout entrepreneur. Donc on accueille un monsieur avec nous, mais c'est parce que bon, on s'est dit on va pas être sexiste, hein. Il a besoin d'infos, eh ben il est dispo, il vient. Voilà. Donc très bien entouré, hein, d'agentes féminines. Donc aujourd'hui va intervenir 2 associations du secteur également. Nous avons l'ADI et nous avons Eliscope. Donc ils vont se présenter et puis ça va être comme les autres jours, des périodes d'échange. Il ne faut pas hésiter à questionner et à intervenir. Voilà. C'est déjà à nous. Alors moi je suis contraint, je ne dois pas bouger de là. Voilà, donc j'avais la possibilité de vous présenter l'ADI en 257 slides, mais ça aurait peut-être été un peu embêtant, on va faire court. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'ADI. Oui. Voilà, donc en général c'est non, hein, mais je vous rassure. Donc l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. Donc ça, c'est son développé. C'est une association loi 1901 d'intérêt général d'utilité publique qui a été créée par Maria Novak en 1989 avec une idée qu'on défend depuis, et heureusement elle n'a pas dévié, c'est l'idée que chacun, même sans capital ni diplôme, peut devenir entrepreneur s'il a accès à un financement ou un accompagnement professionnel. Donc ça, c'est la colonne vertébrale de l'ADI. En général, on s'adresse à un public qui n'est pas éligible au système bancaire, parce qu'on a un modèle un peu spécifique et un modèle économique un peu spécifique, donc on ne se marche pas sur les pinceaux, voilà, pour garder une vocation associative. Et l'idée de l'ADI, c'est de faire du microcrédit. Donc Maria Novak était au Bangladesh en 1989 et elle a rencontré le microcrédit au Bangladesh et elle a eu l'idée de le transposer dans un pays occidental comme la France. Ça a marché. Enfin, ça pourrait marcher mieux, mais ça a marché. Et donc, on fait du microcrédit accompagné. Donc, bien évidemment, donc le taux d'échec des entreprises qui se créent en France au bout de 5 ans, il en reste 70%. Elle a dit c'est beaucoup plus important parce qu'on accompagne avant, pendant, après. Et l'accompagnement est assez vital pour un créateur d'entreprise. Voilà, donc, on ne va pas aller plus loin, ça suffit de présenter le sujet. Les missions de l'ADI, c'est financer donc les porteurs de projets avec cette cible non éligible au système bancaire. C'est accompagner les entrepreneurs pendant, avant et après, je vous l'ai déjà dit. Et c'est un rôle de plaidoyer au niveau national, voire international, pour contribuer à l'amélioration de l'environnement institutionnel, du microcrédit, de la création d'entreprises de manière générale. Là, on milite beaucoup, par exemple, sur le fait que les chefs d'entreprise, les micro-entrepreneurs, aient les mêmes droits, exactement les mêmes droits que les salariés. Ça a beaucoup évolué, mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc voilà, ça c'est un rôle politique, un peu de plaidoyer auprès des politiques de l'Union européenne, etc. Le microcrédit, puis j'en finirai avec ça après, le microcrédit à l'ADI, c'est un projet de financement maximum de 20 000 euros de besoin, avec un microcrédit professionnel maximum de 12 000 euros. Donc ça reste un microcrédit dans l'esprit en fait de ce qu'est le microcrédit en soi. D'accord ? Bon, 12 000 euros, c'est la borne maxi, ça peut commencer à 300 euros. La moyenne du prêt à l'ADI est entre 4 000 et 5 000 euros, en général. Bon, c'est des petits projets, c'est vraiment déclencher le capital qui permet de. Voilà, c'est sur une durée de 48 mois maximum. On peut faire des prêts d'honneur, c'est-à-dire des prêts sans intérêt. Donc c'est une partie du crédit qui peut être comme ça. Et j'y viens d'entrée de jeu, le taux du crédit est assez élevé puisqu'on emprunte nos ressources auprès des banques. Donc on se refinance auprès des banques et nous, on reprête à des porteurs de projets. Mais comme ça reste du microcrédit, les mensualités restent, on va dire, je ne sais pas si c'est vrai, probablement raisonnables par rapport à un projet. Ok, l'accompagnement en soi, donc en amont, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de l'émergence de projets, on fait des business model canvas pour structurer votre business model, on fait des chiffrages de projets, plan de financement, prévisionnel d'activité, trésorerie. Pendant, on vous aide éventuellement à immatriculer l'entreprise,
à gérer vos déclarations URSSAF, impôts, enfin j'en passe et des meilleurs, tout ce que tout le monde adore faire. Et en post-financement, on suit les porteurs de projets sur toute la durée du crédit, ce qu'on appelle nous le coach ADI. Donc tous les ans, on prend contact, où est-ce que tu en es, comment ça s'est passé, est-ce que tu es dans ton provisionnel, qu'est-ce qu'il faut corriger. Et à partir de ce moment-là, on déclenche des ateliers, soit d'organisation, soit de développement des ventes, soit de développement sur les réseaux. Voilà. Donc après, vous pourrez poser toutes vos questions, les éventuelles. Donc je passe la parole à mon collègue. Bonjour messieurs, dames. Donc Alexandre Guéné, moi je fais partie de la CAE, donc la coopérative d'activité d'entrepreneurs Eliscope, avec ma collègue qui est présente aujourd'hui. Au sein de la CAE, moi j'ai plusieurs casquettes, puisque du coup je suis accompagnant donc, pour une partie de mon temps, et j'ai 2 entreprises au sein de la coopérative. Donc voilà, donc on est actuellement une 60aine d'entrepreneurs au sein de la coopérative, et on est à 47% de femmes, donc charge à vous de venir renforcer les rangs pour que on inverse cette tendance. Donc je vais vous présenter une petite vidéo qui sera bien plus simple en effet pour appréhender ce qu'est une coopérative d'activité. Et puis après en fait je vous présenterai les 2 contrats qu'on a, puisque en effet au sein de la coopérative, on a 2 contrats, donc le contrat CAP, donc le contrat d'appui au projet d'entreprise, et le contrat d'entrepreneur salarié, qui est une spécificité donc, des CAE, qui permet de devenir son propre salarié. C'est là que vous vous coupez en deux, vous êtes et chef d'entreprise et votre propre salarié, mais ce qui vous permet en effet d'avoir tous les avantages d'un salarié, c'est-à-dire de cotiser en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, je vous présente ça. Vous êtes salarié, porteur de projet, demandeur d'emploi ou auto-entrepreneur. Comme beaucoup, vous souhaitez créer votre activité, c'est-à-dire vivre de votre métier en créant votre entreprise. Vous ne savez pas par où commencer. Vous redoutez d'être débordé, ou surtout vous n'avez pas envie d'être seul, vous êtes prêt à vous lancer. Mais faire le grand saut dans l'immense bar de l'entrepreneuriat, ça vous fait peur. Vous vous demandez bien comment faire? Il y a pourtant une solution simple, rejoindre une CAE. La CAE coopérative d'activité et d'entrepreneurs représente une forme nouvelle d'entrepreneuriat alliant autonomie et sécurité. Elle vous accueille pour vous permettre de créer votre activité sans avoir besoin de vous immatriculer. La CAE vous accompagne pour la tester et la développer en toute autonomie au sein d'un réseau d'entrepreneurs. Vous devenez un entrepreneur, avec d'autres entrepreneurs. Chaque entrepreneur est une petite partie de la coopérative, c'est une entreprise partagée et mutualisée. Un des avantages de la coopérative, c'est qu'elle vous soulage de la partie pénible de la comptabilité et de l'administratif. Ceci vous permet donc de consacrer plus de temps à exercer votre activité. Petite précision, pour travailler dans un cadre légal, vous allez signer un contrat CAP. Un contrat d'appui au projet d'entreprise. Vous cherchez et trouvez un client, vous lui proposez votre service et vos tarifs par devis, le client le signe et le renvoie à la coopérative. Une fois le travail réalisé, la coopérative adresse la facture à votre client. L'ensemble des paiements de vos clients va constituer votre chiffre d'affaires et alimenter votre compte entrepreneur. L'argent stocké sur votre compte entrepreneur va servir à payer la contribution coopérative, vos frais professionnels, vos salaires et cotisations sociales, le reste constituant la réserve qui va vous permettre de sécuriser vos salaires sur plusieurs mois. L'ensemble des opérations administratives, juridiques et comptables sont gérées par la CAE, l'assurance, le versement des salaires, des cotisations sociales et patronales, la TVA et la comptabilité. Vous n'avez plus qu'à développer votre activité et faire grossir votre chiffre d'affaires en toute tranquillité. Pour que la coopérative fonctionne correctement et que chacun ne fasse que son métier, on va mutualiser nos moyens. C'est le principe du pot commun et ça s'appelle la contribution coopérative. Le principe est simple, chacun donne un petit pourcentage de son chiffre d'affaires pour rémunérer ceux qui s'occupent de la comptabilité, de l'administratif et de l'accompagnement. C'est le carburant qui va faire tourner le moteur de la coopérative.
C'est simple, et ça arrange tout le monde. Mais attention, pas de contribution, pas de coopérative, en mutualisant les moyens on a tous à y gagner. Rejoindre une CAE c'est la façon la plus simple, et la plus sécurisante d'être son propre patron. Vous êtes autonome sur votre activité, vous bénéficiez du statut de salarié de la coopérative, et l'activité qui vous permet d'exercer votre métier est hébergée comptablement, juridiquement et fiscalement au sein de la coopérative, de quoi envisager votre avenir professionnel de façon plus sereine. Entrer dans une CAE, c'est se regrouper pour être plus fort, et c'est profiter immédiatement d'un réseau d'entrepreneurs. Ils pourront devenir de futurs partenaires grâce à leurs compétences complémentaires tout comme leurs clients peuvent avoir à un moment donné besoin de vos services. Pour être le plus performant possible, notamment grâce à la mutualisation des moyens et des compétences, la CAE organise ou initie des actions de formation, des ateliers, des groupes de travail, visant à permettre aux entrepreneurs d'imaginer des débouchés et développements nouveaux pour leur activité. Les entrepreneurs peuvent aussi répondre à des marchés publics en commun, élaborer des stratégies commerciales ensemble, s'associer pour développer de nouveaux marchés ou se structurer par thématique métier. Mais une CAE c'est aussi une coopérative et comme dans toute coopérative, les salariés peuvent devenir sociétaires et donc prendre part activement aux grandes décisions de la vie de leur entreprise. Oubliez le parcours du combattant pour créer son entreprise, la solitude et le stress. Dans une CAE, les risques financiers sont maîtrisés et la comptabilité mieux expliquée devient accessible. Est-ce que c'est déjà un peu plus clair? Ou alors vous avez déjà plein de questions? Ouais. Presque. Je ne vais pas vous faire toutes les slides, parce que le but du jeu, c'est en effet qu'on focus en effet sur les 2 contrats qui sont disponibles. Juste pour vous dire que finalement, en effet, les coopératives existent depuis le Moyen-Âge. Donc, on a des coopératives à Saintes avec, en effet, du coup, Hyper U, donc, qui est une coopérative qui appartient en effet à ses clients. Et donc, du coup, la loi qui a vraiment changé, en fait, c'est la loi relative à l'économie sociale et solidaire qui date de 2014 et qui a inscrit en effet dans la loi plusieurs choses, donc les CAE et surtout le contrat d'entrepreneur salarié. Donc, pour résumer, en effet, une coopérative d'activité d'entrepreneur, c'est quoi? Ça va être une coquille, en fait, fiscale, sociale, juridique, qui va vous permettre de créer votre entreprise. Donc au sein en effet d'une coopérative, on a tous le même numéro de tirette. Donc moi j'ai le même numéro de tirette que tous mes collègues qui sont dans la coopérative. Et on va mutualiser en effet des services au sein de la coopérative, donc tout ce qui va être en effet administratif, donc la partie sociale, vos feuilles de paye, vous avez un outil en effet comptable qui va vous permettre de générer vos devis, vos factures, d'avoir accès à votre compte analytique. Donc c'est comme si vous étiez un entrepreneur en micro, donc vous êtes entre guillemets autonome, mais vous restez accompagné au sein de la structure. Donc en fait, on a un système d'accompagnement avant donc, le contrat CAP. Le contrat CAP, c'est vraiment une transition qui va vous permettre de basculer le plus tôt possible, on le souhaite, en tout cas sur un contrat d'entrepreneur salarié, et donc là de commencer en fait à vous rémunérer. Donc en effet, on a 2 comptables au sein de la coopérative, on est 3 accompagnants, et puis en effet, on a une vraie dynamique de groupe qui s'organise par métier. Voilà, on a des métiers du bien-être, on a du bâtiment, donc ce qui permet de mutualiser les coûts, par exemple sur une décennale, mais aussi de s'organiser finalement au sein du même métier. On a beaucoup de métiers dans le bien-être, finalement sur un salon du bien-être, ça va permettre d'y aller à plusieurs, de mutualiser les coûts, et puis de présenter en effet son activité en tant qu'individuel. Donc le contrat CAP, donc contrat d'appui au projet d'entreprise, durée donc 3 ans maximum. En effet, il va permettre en effet de tester son activité dès le démarrage. Donc quand vous êtes en contrat CAP, on peut se rémunérer, mais ce n'est pas le but. Le but du jeu, en fait, c'est de faire grossir son chiffre d'affaires pour, entre guillemets, s'asseoir économiquement pour pouvoir basculer en fait dans un second temps sur le contrat d'entrepreneur salarié.
Donc on a un statut social de porteur de projet et on peut en effet garder ses ARE, le cas échéant si on est bénéficiaire. On peut être aussi salarié et en effet être sur un contrat cap tant qu'on ne dépasse pas 100% entre guillemets de son temps sur son activité principale. Voilà. Et encore c'est 100% annualisé, donc on va dire que dans certaines situations on peut encore basculer sur un contrat cap. On ouvre de nouveaux droits donc à l'assurance chômage en cas de rémunération donc pendant le cap, même si je vous ai dit c'est pas forcément le but. Et puis on a toutes les assurances en effet qui nous permettent de créer son entreprise dès le démarrage. Donc le statut d'entrepreneur salarié, en fait, c'est la loi qui l'a créé. Donc c'est un contrat en CDI, une rémunération sous forme de salaire avec une part fixe et une part variable. Donc on a une part fixe qui va être à 100 € brut. Et après, en effet, on va avoir toute la part variable qui va arriver. Le but du jeu, c'est qu'en fonction des activités, on peut avoir une vraie saisonnalité et se dire, si mon activité sur 6 mois, je vais me rémunérer 1 500 €, et malheureusement, sur les 6 autres mois, en fait, je vais pouvoir baisser mon salaire et le cas échéant, en fait, gérer au mieux ma trésorerie pour que mon entreprise, en tout cas, perdure. On a toutes les protections sociales donc des salariés, donc la sécurité sociale, en effet, la retraite, la CELIC, la mutuelle. En effet, après, il y a des plafonds et des planchers pour pouvoir en effet cotiser au minimum, en tout cas, sur cette partie-là. Le passage sous statut d'entrepreneur salarié est décidé d'un commun accord entre le porteur de projet et la structure. Donc, finalement, vous rentrez dans la CAE avec un contrat cap, toujours au minimum. Ensuite, du coup, on fait le point sur votre trésorerie à l'instant T qui vous permet de basculer sur le contrat d'entrepreneur salarié. Et on décide en effet d'un commun accord, puisque comme on est en coopérative, chaque membre, c'est une femme, une voix, et un homme, une voix. Et donc du coup, la décision est collégiale, puisque finalement, chacun des entrepreneurs participe à la coopérative. Et finalement, il faut aussi qu'on mesure les risques de vous passer sur un contrat d'entrepreneur salarié, le cas échéant, et donc c'est décidé d'un commun accord avec les co-gérants et les coopérateurs. Comme on l'a dit, donc un statut assimilé au salariat, donc les droits sociaux sont identiques. On a une mutuelle aussi en effet qui est liée à ce contrat-là. D'ailleurs, on peut aussi avoir la mutuelle sur le contrat cap, on l'a mis en place depuis peu. La rémunération est en fonction de l'activité avec, en effet, comme je l'ai dit, la part fixe et la part variable qui est calculée en fonction de vos résultats. Et puis, une mise à disposition du compte analytique, c'est-à-dire que comme tout entrepreneur, vous avez accès à l'intégralité de vos informations comptables à l'instant T, c'est-à-dire que vous avez fait votre facturation, votre client vous a payé, les fonds sont virés en effet sur le compte bancaire de la CAE et vous sont réattribués sur votre compte analytique. Ce qui veut dire qu'après, en effet, vous avez accès à votre chiffre d'affaires, en effet, à vos dépenses. Gros avantage, en effet, de ça, c'est que vous allez pouvoir passer toutes vos dépenses d'entrepreneur, donc vos frais de déplacement pour aller voir vos clients, vos achats, donc voilà. Et finalement, ça vous permet d'être complètement autonome sur cette partie-là. Le sociétariat, c'est obligatoire en effet dans les 3 ans, qu'on soit en contrat cap ou en contrat d'entrepreneur salarié. Donc on devient sociétaire de la coopérative au bout des 3 ans. Donc on n'a pas le choix, c'est obligatoire. Enfin, on a le choix de ne pas rester dans la coopérative, mais en tout cas, si on y reste, on devient sociétaire. Et donc, c'est l'achat de part sociale. On est à 1 200 € d'achat de part sociale. Donc, c'est pas de l'argent perdu, parce que du coup, si vous sortez de la coopérative, vous pouvez récupérer vos fonds. Et en fait, ça permet de faire grossir finalement aussi le capital de la coopérative, ce qui a de vrais avantages en fait finalement quand les personnes vont vérifier votre numéro de SIRET, ils vont voir pas le capital de votre entreprise qui serait finalement demain vous pouvez ouvrir une entreprise et mettre un capital de 500 €. Là en fait vous avez le capital social de la coopérative. Donc pour des entrepreneurs qui sont par exemple dans le bâtiment, ça leur permet d'asseoir réellement en effet des fonds et d'aller voir des fournisseurs et de leur dire on a un peu les reins solides, on existe depuis 2017, donc ça renforce en tout cas les relations que vous pouvez avoir avec vos partenaires. Ça, je vous le passe. Point important, donc en effet, le financement de la mutualisation. Donc ça, c'est le nerf de la guerre.
La contribution, elle est basée sur la marge brute, donc le chiffre d'affaires hors taxe, moins vos achats d'approvisionnement hors taxe, puisque du coup vous récupérez la TVA, on est assujetti à la TVA sur la coopérative. Le minimum de contribution est de 75 €. Donc ça va couvrir en effet tout ce que je vous ai dit, le compte bancaire, l'assurance, le cabinet social, la partie comptable, tout l'accompagnement en effet qui est fourni. On a donc une formation au sein de la coopérative qui permet de vous accompagner aussi sur des modules. Un module qui est plutôt informatique sur justement comment je gère mon outil pour pouvoir faire mon devis, ma facturation. 2 modules commerciaux qui sont là pour vous accompagner sur la partie commerciale pour les personnes qui ne sont pas à l'aise, parce qu'on peut avoir une très bonne idée mais pas être à même de commercialiser son offre. Et puis une dernière partie qui est faite par une entrepreneur qui est graphiste, qui est plutôt en effet la présence sur les réseaux sociaux, l'identité visuelle. Donc, voilà. Donc ça fait partie du package qui est intégré en fait quand on rentre dans la CAE sur l'accompagnement global. Donc la contribution, en effet, elle est en pourcentage donc sur, comme je vous l'ai dit, sur la marge brute. Donc entre 0 et 20 000, il y a 15% de contribution. Entre 20 000 et 40 000, 12%. Entre 40 et 60 000, 10% de contribution. Au-delà de 60 000, on estime qu'un entrepreneur en fait, a payé ce qu'il devait au sein de la coopérative et on n'a plus d'intérêt en effet à lui ponctionner entre guillemets cette contribution. Donc ça fait 7 400 € à peu près sur un entrepreneur qui dépasse les 60 000 €. Donc on est bien sur de la marge brute. Donc voilà. Donc ça couvre tous les frais qui sont inhérents en tout cas à la coopérative dessus. C'est bon pour tout le monde? Eh bien j'en ai fini de vous torturer avec mon PowerPoint. Mesdames, c'est à vous, et monsieur. Vous avez des questions, des choses à élucider un peu plus, à chercher un peu plus? Ça peut être combien d'entreprises vous étiez sur cette... On est 59. Ouais. Et vous êtes dans le milieu du bien-être, il y a quoi comme... On a un peu de tout, on a du massage, on a des sophrologues, on a du reiki, on a aussi des personnes qui sont dans tout ce qui est alimentaire, donc qui accompagnent sur les troubles alimentaires, la nutrition. On a des accompagnements à la parentalité, on a vraiment un panel qui est assez large. On doit être sur 12 ou 13 entrepreneurs qui sont dans le bien-être, donc ça commence à faire une belle part. Ouais. Après, on a des gens dans le web, on a des gens dans le service, on a des gens dans le bâtiment, on a des gens qui créent des structures en carton, on a des ébénistes d'art, on a voilà, on a un panel qui est large. Et l'avantage de ça, c'est que finalement, ça nous permet même de travailler entre nous. Moi, je suis dans le web, donc je suis web développeur, je fais des sites internet et je suis pas graphiste, donc c'est pas mon métier. Donc du coup, on a une graphiste au sein de la coopérative, bientôt 2. Donc ça va me permettre en effet de travailler avec Léa. Elle va faire tout ce qui est partie graphique papier, identité visuelle, voilà. Et puis elle n'est pas web développeur, donc quand elle a besoin de faire un site pour ses clients, elle va me passer cette partie-là, et moi je vais lui sous-traiter l'autre partie. Et les autres entrepreneurs, du coup, font appel à vos services de façon privilégiée. Au sein de la coopérative, ouais. Puisque du coup, on peut se sous-traiter, ce qui permet en effet de s'assujettir de quelques taxes. Ce qui est toujours bon à prendre. Oui, c'est vrai. Ouais. Il est où le site? Vous avez un site? Site internet? Non, oui. Site. Alors on vient juste de déménager, on est en face d'Hyper U. Okay. On est dans la petite allée qui va à Recouvrance pour ceux qui sont de Saintes. Donc voilà, on vient juste de prendre de nouveaux locaux. D'accord. Et après, on a une antenne donc à Angoulême aussi. Voilà, et après, on rayonne en fait sur le 16 et sur le 17. Donc nos entrepreneurs sont majoritairement en effet 16-17. On en a un tout petit peu à Île-de-Léron, Poitiers. Voilà, on va au plus haut. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est d'être en local. C'est ce qui nous intéresse aussi. D'une part pour l'accompagnement. On pourrait accompagner des gens à Lille, c'est pas le sujet. Les outils le permettent, mais en fait, finalement. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette coopération. Quand on rentre en coopérative, il faut aussi avoir cet esprit, c'est-à-dire que finalement, ce qu'on attend des coopérateurs qui rentrent, c'est qu'ils montent leur entreprise, qu'ils la fassent croître, bien évidemment. Mais il y a ces rencontres entre personnes qui sont...
Et puis on a un vrai accompagnement finalement tout au long de votre parcours, puisque on a des points de passage obligatoires qui sont une fois minimum tous les 6 mois. Mais finalement, quand on est sur le démarrage, on est beaucoup plus en effet présent sur l'accompagnement. Donc vous accompagnez, vous essayez, notamment. Vous êtes 3. Oui, exactement. Parce que depuis hier, depuis le 22. Tout le monde accompagne. C'est ça. Finalement, le but de chacune des structures, c'est de proposer en effet cet accompagnement. C'est-à-dire qu'on peut être là en amont ou après. Finalement, nous, on a tous les profils qui arrivent au sein de la coopérative. C'est-à-dire que du coup, on a des gens qui sont déjà très avancés sur leur partie projet. Et donc là, on embraye tout de suite sur la création d'entreprise. Et puis après, il y a des gens qui arrivent avec une bonne idée et qui ont besoin d'être un peu plus coachés, on va dire, avant de rentrer. Pour entrer dans la coopérative, finalement, on passe devant un jury qui est composé finalement du staff et d'autres entrepreneurs. Quand vous passez pour rentrer en coopérative, il faut que votre projet soit déjà un peu abouti, quoi. Donc si vous arrivez comme ça de but en blanc, ça va être complexe de pouvoir vous vendre finalement pour rentrer en coopérative. Voilà. Mais la plupart du temps, et c'est un peu le prérequis, c'est que vous soyez déjà hyper avancé sur votre projet. Voilà. On fait du point de détail, j'ai envie de dire, sur l'accompagnement avant création, puisque déjà les porteurs de projets qui arrivent sont déjà bien avancés. Et puis ils ont déjà travaillé. Les autres structures aussi. Exactement. En fait, on ne se marche pas sur les pieds. Il y a vraiment, en fait, il y a de tout. Ah, il y a vraiment tout. Enfin, c'est complémentaire en fait quelque part. Donc après, à vous d'utiliser au moment opportun la bonne structure qui va vous accompagner et après d'aller chercher les... Et puis c'est aussi notre rôle finalement, si vous avez besoin d'un financement, on va peut-être vous router plus en effet chez un partenaire comme l'a dit. Si du coup on voit que votre structure elle n'est pas forcément adaptée au mode coopératif, on va vous envoyer potentiellement sur Espace Gestion ou sur un autre partenaire parce que c'est pas notre cœur de métier. On a des activités réglementées qu'on ne peut pas intégrer au sein de la structure. Et donc, du coup, notre but aussi, c'est ça, c'est de vous dire, il n'y a pas de problématique. Et même au sein du parcours dans une coopérative, il arrive un moment où il y a des personnes qui vont sortir de la coopérative, pour X ou Y raison, et on est là aussi pour les accompagner sur, finalement, quelles sont les structures qui sont disponibles, quels sont le champ des possibles, en tout cas en tant qu'entrepreneur, pour continuer votre activité. Donc, voilà. Et vous avez deux entreprises. Ouais. Et c'est quoi? Attention, moi je fais de la rénovation et de la création de bornes d'arcade, donc bornes de jeu. Donc pour ceux qui sont un peu plus vieux et qui ont mis quelques pièces dans à l'époque les bars. Ça c'est un petit rêve d'enfant là. Ouais, c'est ça. Donc du coup, donc je fais ça et après en effet toute la partie formation sur tout ce qui est référencement et puis création de site web. Voilà, donc, ce jeu-là, vous éclatez. Ouais, c'est le gros avantage en fait de la CE, c'est qu'on peut avoir finalement plusieurs entreprises au sein de la structure. Et puis du coup, éventuellement cumuler un emploi salarié. Tout à fait. Ouais, tout à fait. On en a. Et c'est totalement géré par France Travail derrière. Exactement. Vous avez de la location, etc. Nous, on communique ensemble. J'ai telle personne qui rentre en CAPE, on a les contrats, on les enregistre et tout est clair dans les dossiers. Y a pas moi, je suis en CAP et je suis aussi chez France Travail en tant qu'alter. Donc voilà, comme quoi tout est possible. Tout est possible. Voilà. En fait, on utilise toutes les structures, tous les partenaires et toutes les possibilités juridiques que l'on a entre les mains pour pouvoir faire avancer les projets. Voilà, on est là-dessus. Donc moi j'ai plein de casquettes comme je vous ai dit. Et en plus je suis associé depuis le démarrage de la structure. Donc si je mets ma dernière cassette, c'est pour ça que j'ai plus besoin de cheveux. Tout va bien. Vous avez d'autres questions? Oui. En ce qui concerne le bien-être, en passant par la coopérative, est-ce que du coup ça me fait garder un statut de profession libérale? Non. Non, d'accord. Et en passant par la coopérative, j'ai la compris, donc on peut être couvert. Donc mutuelle, couverture sociale. Ouais. Alors uniquement dans mutuelle, contrat cap et un César, et après en effet sur la partie couverture et cotisation, forcément c'est sur le contrat d'entrepreneur salarié. D'accord. Voilà. Et c'est là, bon,
Pas dans le bien-être, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Il y a une couverture sociale du coup. Ah ben on a toutes les assurances en effet nécessaires pour pouvoir exercer. Et après, en effet, dans les cas où il y a besoin d'une décennale, par exemple comme dans le bâtiment, on a une décennale qui est mutualisée sur tous les entrepreneurs qui sont dans le bâtiment. Donc l'avantage de ça, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que un entrepreneur tout seul, il prend une décennale, il va la payer 2 500 € tout seul. Là, ils sont 6, ça divise finalement la décennale en 6. Donc en termes de coût, c'est pas la même chose. Parce que pour ma part, j'ai une question. Moi, je me dirige vers le bien-être. Je sais que c'est pas forcément abondant pour ma part directement. Apprendre, etc. Et du coup, j'ai quand même d'autres capacités auxquelles je souhaite bénéficier. Donc, faire du multiservice également. Proposer une prestation. Il n'y a pas d'incompatibilité, sans aucun souci. Quand vous dites service, qu'est-ce que vous mettez avec ça? Ça peut être tout ce qui est jardinage, plomberie, électricité, enfin bâtiment. Alors ça va dépendre des diplômes que vous avez. Oui, tout à fait. Plomberie, voilà. Jardinage, on ne pourra pas parce que ça relève de la MSA. Voilà. Après, c'est pour ça que. Ce qui se passe vert, tout ça. Ouais. Donc tout ça, il faut voir après. C'est vraiment du cas par cas. C'est pour ça que je vous interpelle sur cette partie-là, parce que l'électricité c'est soumis à diplôme, plomberie c'est soumis à diplôme, voilà. Donc bien-être après effectivement c'est pas soumis à diplôme, mais c'est pour ça que je vous ai interrogé sur le multiservice, parce que tout ce qui est jardinage, espace vert va relever de la MSA. Mais il y a aussi des coopératives spécialisées dans ce domaine-là. Voilà, vous avez tout. Donc après, n'hésitez pas, on va vous faire passer les réunions d'information qu'on organise sur Saintes et Angoulême. N'hésitez pas à vous inscrire aussi. Et on va un peu plus loin, parce que là, Alexandre est passé sur pas mal de slides, mais nous, on va un petit peu plus loin et on prend le temps de vous interroger sur chacun de vos souhaits et on voit et on vous réoriente si besoin. Autre élément important également, c'est ce qu'a dit également Alexandre, c'est que le CAPE, le contrat CAPE, ouvre droit à l'assurance chômage derrière aussi. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Voilà. Bien évidemment, c'est rémunération. Évidemment. Comment vous voulez calculer une allocation chômage sur 0 ? Zéro. Non, pour moi, c'était évident, mais c'est vrai qu'il faut le préciser. Seulement sur un chiffre avec un chiffre d'affaires qu'est-ce qui se passe? Ça se passe comment? Sur la coopérative ou de manière générale? Au niveau d'affaires. Chiffre d'affaires à zéro. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Vous entrez en coopérative, vous avez un projet qui nécessite 1 an de recherche et développement, parce que justement vous avez un produit mais il n'est pas fini. Donc vous aurez votre contribution minimum de 75 € qui va permettre de couvrir vos charges. Pendant les 1 an, vous allez pouvoir développer votre projet d'entreprise, puis au bout d'1 an, en fait, vous allez commencer à vendre votre produit et puis vous allez rentrer de l'argent. Donc il n'y a pas de problématique sur un chiffre d'affaires qui serait nul sur un démarrage s'il est expliqué. Après, il y a la deuxième possibilité, en effet, c'est que du coup, un entrepreneur a une idée, elle est très bonne, il a fixé ses prix, mais il fait 0 démarche pour pouvoir les vendre. Donc, il arrive un moment, en effet, où dans l'accompagnement, on va identifier avec lui qu'il y a un travail à faire. Après, vous êtes chef d'entreprise. Donc, si vous avez décidé à un moment donné qu'il n'allait plus rien se passer, finalement, ça va vous coûter de la contribution minimum à 75 €. Est-ce que c'est viable pendant 1 an d'aller dépenser 900 € pour rien? C'est entre guillemets nous qui sommes là pour vous dire où est-ce qu'on en est. Et puis à un moment donné, en effet, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite de temps finalement sur un chiffre d'affaires à 0, mais ça vous coûte une contribution minimum. Voilà. On a rarement le cas quand même. Quand je veux dire, c'est pas le but. Non, du coup, par rapport au chiffre d'affaires à 0, nous, on va être vigilants. C'est-à-dire qu'effectivement, comme dit Alexandre, il y a de la recherche et du développement. Mais on sait que ça va prendre du temps. On a eu le cas sur un entrepreneur où il y a eu, de mémoire, je crois que c'est 8 mois, où il a travaillé, il a fait ses recherches et développement. Mais on savait qu'au bout de ces 8 mois, il y avait quelque chose qui allait arriver. Si je prends l'exemple du bien-être, si on se atteint qu'au bout de 3-4 mois, il y a 0 qui rentre, on va faire une première alerte en disant, voilà, qu'est-ce qui se passe ?
je sais que j'ai un contrat qui va arriver, ok, on attend un peu. Mais on va peut-être pas attendre la fin de l'année, des 12 mois. On va vraiment être vigilant sur cette partie-là. Parce que le but... Alors nous, effectivement, c'est toujours intéressant. Il y a 75 € qui rentrent dans la contrib. Pas de souci. Mais ça n'a aucun intérêt pour vous. C'est ça. À part vous nous donner 75 €, voilà. Et je rebondis sur ce qu'Alexandre a dit. Vous êtes votre propre employeur. Donc, on ne peut pas vous appeler tous les matins en vous disant « Eh oh, faut se lever là, faut y aller ». Donc voilà, si vous nous dites « Moi, j'ai pas envie de bosser », vous ne bossez pas. Nous, on va pas, on fait pas de contrôle du tout. On n'est pas là pour ça. Nous, on a vraiment ce côté accompagnant, être à côté de vous pour vous tenir un peu la main si c'est nécessaire. Alors surtout, c'est plus la partie d'Alexandre, mais sur le côté commercial, marketing, où en général, vous n'êtes pas forcément à l'aise. Moi, la première, c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est plus dans ce domaine-là. Mais encore une fois, vous êtes vos propres employeurs. Donc, à aucun moment, on va vous appeler en vous disant « faut se bouger, il faut faire quelque chose, faut y aller ». Non. C'est votre choix, c'est votre décision. Et puis il y a un vrai risque finalement, parce que vous allez avoir, comme je le disais, finalement des dépenses qui sont liées à votre entreprise. Donc vous allez pouvoir commencer à passer des frais. Mais à un moment donné, en fait, vous êtes en fonds propres. Donc si vous voulez vous rembourser, il faut que votre entreprise génère du chiffre d'affaires pour pouvoir vous rembourser ses propres fonds. Donc voilà. Donc c'est un équilibre en tout cas dès le démarrage. Et c'est pour ça que, ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les activités qu'on rentre en coopérative, il y a cette immédiateté de commencer à travailler qui est importante, à part en effet cas particuliers, comme on dit, de recherche et développement, le cas échéant. Et la plupart du temps, des personnes qu'on accompagne et qui rentrent dans la coopérative, c'est que finalement, ils ont les compétences, ils ont le matériel pour pouvoir commencer s'il y a besoin de matériel, ils ont déjà identifié une partie de leur clientèle, sauf que du coup, ils n'ont pas d'existence légale. Donc, il faut bien à un moment donné qu'ils puissent travailler. Donc, ils ne se sentent pas de rentrer finalement dans un parcours classique. Ils veulent un accompagnement, ils veulent tester leur activité avec le contrat CAP. Et donc, c'est là qu'en effet, on embraye tout de suite. Je croyais que vous aviez une question. Oh ouais. Non, c'est en fait, c'est quasiment du début, depuis le début de l'entreprise. Qu'il faut passer par la coopérative sur la notion. Ouais. C'est pas après, c'est pas d'abord démarrer son activité et. Alors, ça dépend si vous avez une autre forme juridique qui vous permet de commencer votre activité. Parce que le cas échéant, si vous n'avez pas d'existence légale, vous ne pouvez pas commencer. Ou alors, c'est pas légal en France. Ça s'appelle autrement. Donc voilà. Non, mais vous pouvez démarrer tout à fait une micro pour tester. Voilà. Vous pouvez le démarrer en micro, votre activité, et puis ça se passe bien, ça décolle plutôt pas mal. Mais le statut de micro ne vous convient pas pour X raisons, vous pouvez basculer en coopérative. Voilà. On en a qui ont des micros, qui sont aussi en coopérative, qui ont les deux. Comment ? Oui, c'est possible. Tout est possible en fait. Vous pouvez être salarié et en coopérative, donc en micro ou en société et en coopérative. Enfin voilà, tout est cumulable. Après, il faut voir si c'est intéressant par rapport à l'activité que vous faites et si le cumul est intéressant. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une micro et une coopérative et être dans une coopérative, payer de l'URSSAF sur la micro et payer aussi les cotisations. Mais vous pouvez aussi laisser tomber la micro. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Et basculer sur ce contrat d'entrepreneur salarié qui a quand même d'autres avantages par rapport en effet à celui micro en termes de protection sociale et juridique. L'avantage du contrat d'entrepreneur salarié, c'est que vous êtes comme un salarié lambda, vous cotisez à tout, à la retraite, à Pôle emploi, à la sécurité sociale. Et ça, quand vous êtes malade, vous êtes pris en charge. Voilà, il y a plein de choses. Quand vous êtes en micro, c'est différent. Et comme disait monsieur tout à l'heure, si vous êtes en entreprise individuelle classique ou en société, c'est pas encore tout à fait les mêmes règles. Mais il y a quand même des droits. Il y a quand même des droits, mais heureusement. C'est pas tout à fait les mêmes. Donc, en fonction des activités, ça va dépendre. Moi, je veux juste rajouter un point sur la coopérative, et qui est aussi vrai pour l'ADI, c'est que nous, on privilégie beaucoup le côté humain. C'est-à-dire qu'on a pas mal d'entrepreneurs et entrepreneureux qui sont passés par des parcours compliqués dans leurs emplois salariés. Donc, on en a qui ont fait des burn-out et plein de choses. Donc, on s'attache vraiment à l'accompagnement de ces personnes et à les remettre en confiance aussi. C'est aussi pour ça que parfois, pour certains, moi j'ai commencé, j'avais un rendez-vous toutes les semaines parce que cette personne avait besoin de remise en confiance. Donc c'est aussi ça, ce côté humain, il est important. Mais un peu comme l'a dit, il y a
proximité qui fait que vous avez toujours quelqu'un pour vous répondre. C'est une bonne place. Je sais pas, désolée. Oui, j'avais une question, quelque chose de très spécifique. Cette partie de la coopérative est la manière de déposer sa marque. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à part, à l'UNPI, c'est ça? Ouais. Ou ensuite, on l'utilise. Ok, c'est... En fait, on a tous nos identités propres. C'est-à-dire qu'au sein de la coopérative, on a en effet le même numéro de siret, donc pour la partie facturation. On a tous le même compte bancaire, voilà, donc on a la mutualisation complète en effet des outils qui permettent de créer. Par contre, on a tous nos identités. Moi, j'ai mon identité visuelle pour mes deux marques, entre guillemets. Et après, en effet, on peut avoir tous les cas qui se présentent. On a des entrepreneurs qui ont en effet des contrats. Donc là, on est en tripartie entre la coopérative, l'entrepreneur et finalement l'entreprise qui aurait besoin de sous-traiter finalement l'entrepreneur. Donc on a tous les cas possibles. Mais par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est que au sein de la coopérative, vous avez chacun vos comptes analytiques, vos entreprises, et elles vous sont propres. Si vous sortez de la coopérative, vous reprenez tout. C'est-à-dire qu'on ne garde rien au sein de la structure, et il n'y a pas un attachement, comme vous le disiez, sur une marque ou sur autre chose. Voilà. Les entrepreneurs ont leur site web, leur communication. Alors, finalement, oui, au sein de la coopérative, on mutualise aussi cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va présenter les entrepreneurs de la coopérative justement pour que... Mais chacun fait sa com, chacun crée sa marque, crée son logo. Sur les devis que vous allez adresser, il y a forcément en effet les conditions générales de vente de la coopérative qui sont présentes. Et vous avez deux possibilités. Soit vous mettez les deux logos pour que finalement votre client comprenne que vous faites partie d'une coopérative et que s'il tape votre numéro de siret qui tombe sur Eliscope, il ne va pas comprendre pourquoi Gabidev et Eliscope, il ne comprend pas trop bien. Donc moi, j'ai les deux logos sur mes devis, les deux logos sur mes factures. Voilà. Donc, et ça permet, comme je vous dis aussi, finalement d'être sur une structure qui est un peu plus grosse et qui peut être rassurant, en tout cas pour certains clients quand on travaille avec des professionnels. Peut-être par rapport à votre question, rebondir. Donc vous avez une marque, vous la déposez à l'INPI, vous êtes protégé. Oui. C'est ça? Oui, c'était sur la protection. Et puis c'est surtout que si on passe de la micro, ensuite on met sur Kibacop, ensuite on veut repasser sur autre chose, finalement la marque, elle est vraiment indépendante et elle va nous suivre. Oui, je commence à vous titiller. C'est une fois que vous avez déposé à l'INPI, vous êtes déposé, vous êtes reconnu. Ça mérite de creuser un petit peu sur la protection réelle de votre marque parce que c'est pas parce que vous êtes à l'INPI que vous êtes totalement protégé. Donc il faut encadrer plus juridiquement le sujet et avoir les moyens de rebondir si vous êtes plagié, etc. Voilà. C'est pas le simple fait de déposer. J'ai déposé, c'est super. Je suis nickel, personne n'utilisera la marque. Voilà. C'est la première étape, c'est incontournable, mais il faut creuser un peu le sujet. D'accord ? Parce que c'est facile de créer sa boîte. C'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça en tant que petit entrepreneur. Et qui se font que copier des idées, c'est ce que vous voulez dire pour... Non, je pense que j'essaie de rebondir en disant est-ce que vous avez des interrogations sur c'est compliqué de créer une boîte, c'est difficile ou pas. Enfin, on continue sur des questions que vous auriez sollicitées, je ne sais pas. Moi, c'est sûr que je ne connais rien à ça. Pourtant, je travaille dans l'administratif. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est le bon moment pour poser cette question, mais je pense qu'il y a des clients qui savent à ça. Mais je ne démêle pas bien les différents statuts. Et je ne suis pas non plus, c'est pas très rare pour l'instant. Mais c'est vrai qu'éventuellement, ça fait une assez minute. Mais je ne pense pas que c'est maintenant la bonne. Peu importe, on peut répondre à la question. Oui. Vous avez une première question à vous poser, c'est est-ce que vous entreprenez seul ou à plusieurs? Déjà, c'est aussi par rapport aux deux premières journées que vous avez eues, les personnes qui accompagnent, ce qu'on appelle nous en amont, ces personnes-là, elle a dit aussi, parce qu'elle a dit intervient aussi en amont, c'est de se dire, première question, est-ce que j'y vais tout seul ou est-ce qu'on est plusieurs? Et de ça va découler qu'est-ce que j'ai besoin, aussi bien matériellement, financièrement et tout ça. Et c'est toutes ces questions-là qui vont faire que vous allez arriver... moi, j'appelle ça le système de l'entonnoir. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées, je mets tout dans le pot, et puis va falloir que je filtre. Parce qu'à un moment donné, mes idées, elles ont un coût. Et est-ce que je peux assumer ce coût? Oui, non. Qu'est-ce que j'ai besoin tout de suite? Donc c'est pour ça que l'amont, il est super important.
Voilà. Oui, je dirais qu'il y a deux choses, il y a ça. Trouver le bon système juridique. Dans un petit pourcentage des cas, il va se poser des questions de société, de SARL, de IRL, là. Dans une très grosse majorité des cas, il faut tester le système qui est le plus facile, peu coûteux, pour démarrer et tester l'activité. Et donc, en général, c'est la micro. Sauf si vous avez un projet bien élaboré, déjà développé, qui va nécessiter d'avoir de la crédibilité, des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Et deuxième étape, il faut travailler sur, je sors de mon mental salariat, et je rentre dans un mental d'entrepreneur avec des principes d'effectuation. Et donc, un entrepreneur ne raisonne pas comme un salarié. Bien sûr. Du tout. C'est pas si évident que ça, en fait. Et surtout, vous enlevez de la tête, je veux devenir chef d'entreprise ou, voilà, patron, pour devenir riche. Ça, je peux vous le dire tout de suite, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mieux rester salarié. Ah ben, alors, riche, je parle du risque financier. Moi, je parle du risque financier. Il faut savoir que les patrons, alors effectivement, si vous prenez le groupe Total, si vous prenez, voilà, on est sur d'autres, mais des entrepreneurs, on va dire, de la vie de tous les jours, partez du principe où ils ne sont pas riches. Il faut savoir qu'un chef d'entreprise, souvent de fois, il est à 1 500 € net. Voilà, donc c'est pas non plus, c'est pas la folie. Donc, effectivement, sortez-vous de cette idée de salariat à chef d'entreprise, donc pour arriver à passer cette marche, et ne vous dites pas je deviens chef d'entreprise pour être riche. Je deviens chef d'entreprise pour être riche, oui, mais d'une liberté, de mettre en place vos envies, et pas forcément ce côté financier. Ça vaut sûrement plus que beaucoup d'argent. Oui. En tout cas, c'est mon point de vue. Ça, et voilà. Mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. La structure juridique, pour moi, c'est ce qui va venir en dernier. C'est ce choix, il va venir se faire en dernier quand vous aurez tout travaillé à main. Ouais. Alors, il y a un principe, c'est plus facile de monter dans les grades de la structure juridique que de la redescendre. Oui. Si vous avez créé une USA et qu'il faut la démonter, c'est ça, c'est pas évident. C'est pas évident, ça coûte des sous. Ça. Quand vous avez créé une micro que vous voulez passer en EURL, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Mais voilà. Par contre, Sandrine voulait que vous approfondissiez sur l'accompagnement que vous proposez, les financements sur quoi, comment. Voilà. Ouais. Je fais l'intermédiaire. Ben, si vous voulez, à nous, 95% de nos clients sont des micro-entrepreneurs. Parce que ces petits projets, c'est du microcrédit. Donc on va démarrer dans l'accompagnement. Alors, l'inconvénient, c'est que je suis bénévole et que c'est pas payé cher. Moi, je vous le dis. Mais l'avantage pour les porteurs de projet, c'est que l'accompagnement de la vie est intégralement gratuit de A à Z. Donc du départ, pendant, après, etc. Parce que si on vous faisait payer de l'accompagnement de bénévole, ça serait un peu tordu quand même. Mais bon. L'accompagnement, le premier accompagnement qui peut se produire, c'est tout au début d'une idée. Donc il nous arrive de rencontrer des gens qui ont une idée, mais ils en sont vraiment à cette idée. Donc voilà, ma soeur a été malade, elle a eu des produits thérapeutiques, vraiment ça l'a foutu dans un état pas possible, je me suis intéressé au CBC, je veux lutter contre ça. Voilà, on reçoit quelqu'un comme ça. En même temps, j'ai eu ça. Bon. Et donc, là, on part sur, en général, sur la structuration de l'idée. Donc, on va travailler sur des outils différents, et ça peut être un business model canvas, où on va structurer un peu déjà l'idée, et puis après, commencer à travailler sur qui pourraient être mes clients, ma cible de clientèle, affiner le sujet. Donc là, je suis un tantinet embêtant. J'utilise la méthode de l'entonnoir, qui consiste à dire que si on me dit mes clients c'est tout le monde, je dis donc vous n'avez pas de clients. Et donc on travaille, on creuse pour arriver à une cible de clientèle qu'on va pouvoir atteindre, parce que derrière il y a une stratégie de communication, etc. Voilà, donc on dégrossit tout ça, et la personne repart avec 3 millions de questions et pas de certitude, mais au moins elle a déjà mis un schéma sur son idée, et ça se transforme un petit peu à ce que ça pourrait prendre comme forme d'entreprise. En général, la personne rencontre la conseillère ADI, qui est une salariée, qui va étudier la faisabilité éventuelle du financement. Comme je vous rappelais, c'est des microcrédits. Et donc, en parallèle de la conseillère,
en général, elle va nous demander de chiffrer le projet du porteur de projet. Donc là, on va... Alors dans la méthode ADI, si vous voulez, c'est que nous, on ne descend pas des éléments, on fait co-contribuer la personne pour qu'elle s'approprie les méthodes. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Donc là, on va travailler avec la personne sur c'est quoi ses besoins. Et donc c'est elle qui va déterminer ses plans de financement. Sachant que nous, on va être l'aiguillon qui va consister à dire est-ce que tu as réellement besoin de ça pour démarrer? Oui ou non? Pour arriver à un besoin qui va réduire les charges fixes ou tout au moins les coûts du départ. Voilà, parce que quand on est ça, enfin, c'est quand on prépare une recette, on a envie que tout soit parfait, quoi. Mais peut-être qu'il y a des choses qu'on peut voilà. Donc on va commencer à travailler ça et on va travailler surtout, en fait, donner une méthode qu'on appelle nous la méthode du plafond de verre, qui consiste à s'interroger sur je produis. Donc là, ce matin, on était avec un monsieur qui fait du macramé. Et donc, quelle est sa capacité de production maximum par jour? Rapidement, quand on a fait ça, on lui a donné la méthode, il s'est rendu compte que son objectif de chiffre d'affaires était inatteignable. Parce que sinon, il fallait qu'il produise le jour, la nuit, les week-ends. Donc, on commence à faire ça et après, on décline dans ce chiffrage, en partant de cette logique-là, un calcul de prix de revient, le calcul des prix de vente, le calcul de la rentabilité, le calcul de la trésorerie, etc. T'es un homme qui fait du macramé? Oui. Ouais. Comme quoi, on démonte les stéréotypes. Ouais. Non, et puis j'ai travaillé bien. Donc voilà un petit peu les accompagnements qui vont être pré-financement. Quand on a déjà structuré le business model, structuré un plan de financement et un prévisionnel d'activité qui n'est pas un prévisionnel d'activité de banquier, j'en parle avec connaissance de cause parce que j'étais un banquier. Alors moi, je vous fais le plus beau prévisionnel de la Terre que vous voulez, hein, avec le résultat que vous voulez, au centime près. Voilà. Donc là, c'est un tout petit peu plus réel, même si on va se tromper à 99% des cas, mais si on ne se trompe pas beaucoup, c'est mieux. Et ensuite, on passe à l'étape financement. Donc le financement, elle a dit, c'est assez simple. Il faut savoir quand même qu'on s'appuie sur un cautionnaire systématiquement dans tous nos financements. Donc on a un financement, 5 000 €, et on va demander à la personne d'apporter une caution physique qui va s'engager à hauteur de 50% du montant total du crédit. Parce que la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, on s'adresse à des gens qui ne sont pas nécessairement éligibles au système bancaire, donc en situation de fragilité. Et donc le fait d'être conforté avec une personne morale, une personne physique caution, ça structure notre... voilà. Donc le taux d'impayé à l'ADI est de 2,3%. Et c'est peu. Hein. Voilà, et après, on enchaîne. Alors, pour être complet sur l'accompagnement, on a développé une offre de formation qui dure 3 jours, qui s'appelle J'entreprends avec l'ADI, où là, en collectif, ce que je vous ai évoqué avant, c'est l'individuel, on va former un collectif à J'entreprends avec l'ADI, avec les différentes étapes que je viens de vous évoquer. En y rajoutant la dimension commerciale, donc un entretien commercial, les objections, savoir contourner, etc. Donc ça, on en a fait un lundi, mardi, mercredi de cette semaine. Le financement étant acquis, en général, une fois qu'on a fait le process de financement, le financement de l'ADI, c'est un crédit de trésorerie. C'est comme un crédit personnel. Un banquier, il va vous financer vos stocks, vos investissements, la machine. L'ADI, elle va vous financer une enveloppe que vous allez recevoir sur votre compte et vous allez l'utiliser en toute confiance, puisqu'on ne vérifiera pas, à vos besoins de financement qu'on a cernés avant. Donc, c'est assez rapide. Décaissement, c'est 5 jours. Et après, on va enchaîner avec un peu systématiquement un atelier sur l'organisation, la compta, la gestion, les obligations du micro-entrepreneur. Donc, c'est en général l'atelier qui passionne tout le monde. Bon, on en perd quelques-uns. Voilà, c'est assez dense, mais c'est incontournable parce qu'il y a des rituels, il y a des choses qu'il faut faire parce que ça fait partie du job d'un entrepreneur de savoir déclarer son chiffre d'affaires au bon moment, déclarer ses impôts, faire ses factures, relancer ses impayés. Enfin, donc on sensibilise vraiment à tout ça. C'est une journée complète où on aborde tous les sujets pour bien comprendre le système micro
donc le régime micro-fiscal, micro-social, comprendre les obligations, les enjeux, etc. Et après, on développe plusieurs ateliers collectifs ou individuels. Ça, c'est les suivis de coaching qu'on effectue sur les porteurs de projets. Et quand je viens vous rencontrer, puis tout se passe bien sur la partie gestion, mais le chiffre d'affaires, il n'est pas au rendez-vous. Donc on avait prévu 10 000 euros de chiffre d'affaires, et vous êtes plutôt à 5 000. On va se dire, allez, on va faire un atelier de développement commercial. Ou un atelier sur comment je peux renforcer ma présence sur les réseaux sociaux. Parce que ce qui vous manque, ce n'est pas la structure de la gestion, c'est le développement du business, quoi. Par contre, on peut tomber sur quelqu'un qui va avoir des difficultés de gestion, justement. Et donc là, on va redéclencher un atelier de gestion. On fait aussi un atelier. Alors, on n'a pas encore trouvé l'endroit précis où on va le mettre. Précisément, il y a un sujet qui vous importe, qui va vous importer en fonction de vos activités de manière plus ou moins marquée. C'est la transition écologique, inclusive. Et donc, il y a des choses sur lesquelles vous allez avoir des contraintes, sur lesquelles il va falloir se conformer à la loi anti-gaspi. Et donc, en fonction de son activité, je suis dans la restauration, les pailles en plastique, c'est fini. Donc, si je ne le sais pas, et si je ne l'ai pas anticipé, je peux le subir. Et le but du jeu, ce n'est pas de le subir. Donc, on travaille aussi là-dessus, sur la sensibilisation par métier aux obligations qui s'imposent en termes de transition écologique. Et on va un peu plus loin en disant comment, dans mon entreprise, je peux en faire une valeur ajoutée. Donc, comment je réfléchis à mes circuits courts, mes circuits circulaires, le recyclage de mes produits potentiellement, pour lui donner de la valeur ajoutée qui va vous permettre d'avoir un mix de prix qui va être un peu plus significatif pour vous. Voilà peut-être en gros ce que l'ADI fait. L'accompagnement est à la demande. Donc on voit des gens des fois 10 fois dans l'année, certains une fois, ça dépend. Donc nous on donne du temps à l'ADI, donc à partir du moment où on est suffisamment nombreux en bénévoles, il n'y a pas de limite. On ne va pas dire à quelqu'un, non, tu as eu tes 2 accompagnements, tu passes ton tour, désolé. Donc voilà, c'est vraiment à la demande. Et pendant le projet, on peut aider certains à s'immatriculer. Sachant que l'immatriculation sur le site INPI, on peut tout à fait le faire tout seul. C'est gratuit, ça doit être gratuit, ça n'est pas le cas partout. Et donc, comme ce n'est pas le cas partout, parfois, on aide les porteurs de projet à formaliser leur immatriculation. Voilà, je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça. D'autant plus que le site de l'INPI, si vous vous trompez, pour après changer et modifier, ça prend un temps énorme. Voilà, donc il ne faut vraiment pas se tromper parce que c'est très, très, très long. Voilà. J'ai eu le cas de certains demandeurs d'emploi, c'est la folie, quoi. Ça fait 2 mois, 3 mois qu'ils essayent et voilà, c'est compliqué. Ça peut être très compliqué en tout cas. De caisse. Voilà. Mais puis il ne faut pas se tromper d'activité, si possible. Parce que ça a des conséquences derrière. C'est pour ça, des fois, c'est ambigu. Et voilà. Quand c'est comme ça, on appelle. On appelle. Pardon ? Pas répondre à la question de caisse, je parle avec Ah ouais ? C'est quoi comme activité ? De Acceleration. C'était quoi ? C'était le code. Alors, ils m'ont mis dans ce code, je m'appelle le code. Ouais. Du coup, c'est réglementé. Ils m'ont dit, j'ai pas le droit de dire, ça semble bien. Voilà, vous êtes en profession libérale non réglementée. C'est rassurant. Hein. J'ai une bonne nouvelle, si vous êtes en micro, vous allez payer plus de cotisations sociales. Mais vous aurez une retraite complémentaire. Vous aurez droit à une retraite complémentaire. Donc, c'est que c'est des activités. Et alors, pas paramédical, mais autres. Ils ne savent pas, ils vous mettent ce qu'on appelle dans le code fourre-tout, qui finit par 99Z en général, et voilà, et tout se passe bien. Mais après, ça ne vous empêche pas de faire votre activité, de facturer, d'aller voir vos clients, ça ne pose pas de souci. C'est juste qu'effectivement, quand vous recevez votre avis INSEE, le code APE ne correspond pas
à kinésiologue, mais à autre profession. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça va être simplement ça. Alors nous, on a un contact quand même, en général, on arrive d'avoir des réponses fiables. Hein. Parce que des fois, on a des ambiguïtés. Et donc là, quand on se pose la question, nous, on ne fait que de l'accompagnement à l'immatriculation. On n'immatricule pas pour votre compte, parce que c'est une responsabilité qui serait trop lourde. Hein. Mais quand on est en accompagnement, quand il y a ambiguïté, on est précis, parce que sinon, il vaut mieux pas. Ouais. Non, franchement, je vous en prie. Ça vous génère des questions, des interrogations, N'hésitez pas. Hein. On voit dans quel contexte on peut que ça limiter ça pour discuter de toutes ces causes. Pour prendre contact à l'ADI, c'est ça? Déjà, moi, oui, je vois entre vous et votre confrère. Oui, moi je vous laisserai sur le côté de la table, là, je mettrai le petit prospectus, mais ça, c'est pas grave, mais surtout la carte de la conseillère. Donc, avec l'ADI également, je vous donne 2 secondes. Le 2 juillet, il y a un conseiller de l'ADI qui reçoit toutes les demi-heures à l'agence France Travail. On essaye de mettre ça avec l'ADI régulièrement. Voilà. Donc, vous pouvez aussi vous demander à votre conseillère de vous y inscrire. Je ne pense pas qu'il soit complet. Je n'ai pas regardé, mais au pire, on rajoute des plages, puisqu'on aura libéré un bureau et voilà, ils vous reçoivent et puis ils étudient avec vous les choses. Voilà, on travaille comme ça en règle générale. Ça peut être ça, vous appelez, c'est bien de passer par France Travail, comme ça on vous reçoit et puis après, c'est là où on va décanter votre projet et après on va générer en fait les accompagnements individuels ou collectifs nécessaires. Oui, pour savoir si on est bien qui sont le numéro de oui. Alors après, par rapport à votre activité, parce que je rebondis, puisque donc, sur ce que vous vouliez faire multiservice, il y a un truc qui s'appelle homme toute main. Oui. Il faut faire attention. Effectivement, si vous êtes plutôt plombier, plutôt électricien, il va falloir un diplôme. Si vous faites un petit peu de bricolage dans les jardins, vous vous immatriculez en homme toute main, là, ça ne pose pas de souci. Mais il ne faut pas déborder de l'activité homme toute main. Il ne faut pas devenir un plombier caché sous homme toute main. Juste pour élancer l'entreprise et éventuellement un chiffre d'affaires, parce que pour gagner de la clientèle, il va falloir dire comment faire découvrir, aller découvrir des choses que moi je ne connais pas encore. Et voilà, par moment, pour que je de l'argent, j'aurais cette possibilité-là éventuellement. Alors, dans la réflexion que vous avez, si vous avez ce projet-là, n'attendez pas d'être créé pour vous faire connaître. Hein. Oui, non, mais je commence déjà. Non. Il faut y aller avant. C'est pas parce que vous n'êtes pas encore créé. Il faut dans l'idée de s'immatriculer ou de rentrer au sein de la COP, la coopérative. Exactement. Elle peut faire connaître ce qu'il aimerait pour l'artiste, parce que je te connais. Je suis en train de décider d'entrer un peu particulier, c'est pas fait partie de l'I les petits comme la voisin, les singes. Donc, pour permettre des personnes. Certes, moi, je sais que j'ai discuté un peu plus avec cette personne pour voir, souvent m'explorer des idées, je pense, comme un appui Internet, etc. Et du coup, moi, par rapport à cette création d'entreprise, j'ai mes propres... c'est mes propres idées, hein, c'est juste que j'ai mes propres résonances et je veux voir si ça fonctionne. Donc, du coup, je vais drôlement sur l'humain. J'ai beaucoup de proches autour de moi qui me disent sur les sites internet, etc. Et j'ai l'impression que d'avoir une image où ils misent tout dessus et de faire de fausses croyances, je préfère aller présentement rencontrer les gens et expliquer ma vie. Si ça résonne pour eux, je leur laisse ma carte. Et puis c'est là où elle reste pas grave. Oui. Je vais être un peu. J'ai l'habitude. Bon, c'est. Allez. Pas le site internet, ça fait pas le café, quoi. Donc, il faut être connu, il faut être identifiable par les réseaux sociaux, éventuellement un site, il faut se poser la question si c'est nécessaire ou pas. Mais c'est pas ça qui va vous faire venir tous les clients que vous souhaitez. Donc il faut aussi travailler d'autres perspectives, les réseaux, les groupements, Vous voyez ? Et si je venais à m'accorder avec l'un d'entre vous, est-ce que vous, votre équipe, gériez obligatoirement pas jouer du coup?
Ça rentre dans vos clauses Non. Non. Bah non, comme j'ai dit, au sein de la coopérative, chacun est responsable de sa communication. Donc nous, on a des entrepreneurs qui n'ont pas de site internet et finalement, ça leur va très très bien parce que leur activité n'a pas lieu d'avoir une communication, en tout cas basée sur internet. Après, c'est ce que je vois. Moi, je fais des sites internet, donc je suis plutôt bien placé pour dire que finalement, en effet, ça ne fait pas le café. Quand c'est bien fait, au moins, ça allume la cafetière. C'est ça. Ce qui est déjà pas mal. Et en fait, finalement, il y a deux façons de voir sa communication. Il y a des activités qui vont nécessiter d'avoir une présence sur le web, réseaux sociaux ou autres, pour rassurer cette clientèle, parce que en fait on a tous ces habitudes aussi, demain on nous donne une carte de visite, il y a un site de visite, un site internet dessus, on va aller le visiter, ça conforte le client dans le fait de potentiellement travailler avec vous, ça conforte, voilà. Et puis après, du coup, ça dépend aussi de votre activité. Demain, vous faites des bijoux en verre de Murano, ça dépend où est-ce que vous voulez vendre vos bijoux. Soit vous avez une boutique marchande et vous allez pouvoir vendre sur internet, soit finalement vous allez déposer vos bijoux dans des points relais. Enfin, il y a toutes les possibilités en tout cas de ça. Donc voilà, l'obligation de site internet, non, en effet, je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'y a pas de sujet. Mais dans certains cas, c'est fort utile. Hein. Ah oui, tout à fait. Et c'est générateur de business. Hein. Enfin, ça dépend du modèle de vente. Je veux juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Si je fais affaire avec l'un ou l'autre, vous pouvez choisir l'un ou l'autre, mais ça peut être les deux aussi. Exactement. Non, on ne s'oppose pas. Oui, voilà. C'est complémentaire, c'est-à-dire que vous pouvez être financé par l'ADI et rentrer dans la coopérative, ou que rentrer dans la coopérative, ou que être financé par l'ADI. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas... on travaille tous en partenariat. Aucun des partenaires, même ceux que vous avez rencontrés les jours précédents, c'est toujours de la complémentarité. Vous n'êtes pas obligé de choisir les uns ou les autres. Voilà. Oui, de toute façon, pour illustrer d'ailleurs, lorsqu'on a des sujets de profession réglementée, nous on renvoie sur la chambre consulaire dédiée, parce que c'est son métier, quoi. Voilà. Donc si c'est quelqu'un qui veut faire de l'agriculture, il faut absolument qu'il passe par la MSA. Oui, c'est ça. Enfin. C'est un écosystème qui fonctionne ensemble. Après, en début de semaine, il y avait une personne du point installation agricole, installation et transformation agricole qui se trouve à la MSA, Nathalie Duchiron, qui a présenté aussi le point d'entrée pour un accompagnement dans le domaine de l'agriculture. Voilà. Donc c'est important parce que c'est la clé d'entrée, je trouve, de tout ça. Et après, elle va orienter vers la chambre d'agriculture, vers tel accompagnement, par telle chose. Vous voyez, donc on est tous là pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Et il n'y a pas le meilleur choix, c'est pas forcément telle ou telle personne. C'est vous allez faire des choix et après, vous verrez si ça continue dans ce sens-là ou pas, etc. C'est votre entreprise, on est bien d'accord. Non, puis c'est l'avantage de ce type d'information globale, c'est que vous avez accès à tous les partenaires on a la chance, en tout cas, sur le territoire, d'avoir tous les partenaires qui sont à disposition. Et c'est pas toujours le cas. Donc l'avantage, c'est ça, c'est que finalement, dans votre parcours de création, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 partenaires finalement tout au long. Et puis une fois que vous aurez créé, vous en verrez sûrement d'autres aussi. Parce que du coup, entreprendre, c'est un peu tous les jours. Donc finalement, il n'y a pas de sujet sur ça. Et plus vous voyez de monde sur le territoire, plus vous avez d'infos et plus vous vous faites connaître aussi. Parce que nous, même si demain on se rencontre, mais vous ne rentrez pas dans la coopérative pour X raison, on sait que vous faites telle ou telle activité, et on peut dire, tiens, j'ai entendu parler, allez voir monsieur Untel. Voilà. C'est aussi ce réseau qui intervient. Et pareil pour la chambre de commerce, l'ADI, la chambre de métier, Espace Gestion, c'est tout ce réseau que vous allez créer autour de vous qui va vous permettre de faire avancer votre projet. Donc, on est tous complémentaires et surtout, prenez un maximum d'infos avant de vous lancer. C'est-à-dire, vous ne levez pas demain matin en disant « c'est bon, j'ai tout compris, je m'immatricule, j'y vais » et non, c'est donc voilà, n'hésitez pas à poser plein de questions. Nous, on a l'habitude de dire qu'il n'y a aucune question bête. On préfère répéter 50 fois la même chose plutôt que de vous revoir au bout d'une semaine. Je me suis trompée, j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Les erreurs, on en fait tous. On en fait tous les jours. Bon, moi, je suis spécialiste. Mais voilà. Donc, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on grandit. Donc, n'hésitez surtout pas. Oui, n'hésitez pas à utiliser tous les moyens légaux.
Oui. Quand je veux dire par là, nous, on insiste beaucoup, c'est des fois trouver son prix, c'est dur. Là, il faut aller regarder, il faut faire des comparatifs, il faut jauger, il faut poser des questions pour savoir si un produit va correspondre à vos clients. On a des méthodes. Mais le mieux, vous allez dans la rue et vous faites une étude de marché. Après, vaut mieux l'ego, parce que sinon, on sera là. Il sera là pour vérifier que ce soit bien légal. L'URSSAF sera là et on aura des flux informatiques qui bloquera tout. Donc, vaut mieux se renseigner avant. C'est sûr. C'était une boutade. Sinon, au niveau de est-ce qu'on a la possibilité d'avoir une étude de faisabilité, on va dire, une viabilité de leur projet et voilà, ils veulent savoir si c'est une étude de rentabilité. Je pense que les deux structures vont le faire. En fait, c'est ce que j'évoquais sur le plafond de verre. Donc, quand on va vous faire un chiffrage de votre projet, c'est l'étude de faisabilité, de viabilité. Parce que si le projet n'est pas viable, autant vous dire que ce n'est pas la peine de le faire dans l'état tel qu'il est. Après, il faut peut-être le remodeler. Voilà. Oui, donc on fait une étude de faisabilité. Donc l'idée, c'est de regarder qu'on est au-dessus du point mort, pas dès le début, mais quasi dès le début. Au moins l'équilibre et voir un petit excédent. Et après, on regarde la rentabilité, même si, oui, on ne cherche pas à avoir des niveaux de rentabilité qui vont permettre d'avoir des revenus d'entrée de jeu extrêmement développés. Si c'est le cas, c'est très bien aussi. Hein. Ça arrive. Hein. Et après, dans cette étude de faisabilité, de viabilité, il y a deux schémas. Il y a des gens qui veulent créer une entreprise pour se générer un revenu. Et il y a pas mal de gens qui viennent nous voir pour se générer une activité complémentaire de revenus. Avec, en parallèle, un revenu qui est déjà existant. L'étude de viabilité n'est pas tout à fait la même. Puis il y a des gens qui veulent, ils ont un projet depuis 15 ans, ils arrivent à une période de leur vie où ils ont plus de temps. Voilà, des gens qui sont à la retraite et qui veulent quand même avoir une activité en fait finalement encadrée, on va dire, et qui vont finalement à ce moment-là créer leur entreprise parce qu'ils ont envie de faire des bijoux, d'aller faire toute autre activité, ça arrive aussi. Hein. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Bon, sur plein Faut pas. J'ai une question justement si on a besoin de créer un site. Oui. On n'a rien de complètement délégué. Nous mettons en relation une fois avec quelqu'un qui peut le faire. Oui. Est-ce qu'il y a une solution pour partir de ce service? Non. Non, exactement. Et oui. Non, mais après, il y a, je sors du cadre, faire un site, en fait, on peut faire des sites de rien à des sites à 50 000 €. Je veux dire, il n'y a pas de sujet sur ça. Le coût d'un site internet, en fait, quand on le fait soi-même, c'est le temps qu'on va y passer. Donc si vous mettez finalement 50 heures à faire un site internet qui sera fait finalement avec vos propres soins et donc du coup qui sera peut-être pas professionnel, il aura le mérite d'exister, il sera en ligne, il fera son travail comme il doit le faire. Le problème c'est que les 50 heures que vous avez passées à le faire, finalement c'est 50 heures que vous n'avez pas passées sur votre activité commerciale. C'est 50 heures que vous n'avez pas passées à l'élaboration de votre projet et il faut faire le retour sur investissement. Finalement, entre les 50 heures que vous avez passées à créer votre site internet et est-ce qu'il aura vocation à vous ramener des clients. Donc voilà. Donc c'est là qu'il faut le budgétiser et ça fait partie finalement des lignes qu'on met dans la communication d'une entreprise. Au même titre que vos cartes de visite, que vos flyers, que finalement votre communication sur les réseaux sociaux. Voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Moi, c'est pas mon dada, donc finalement on peut aussi déléguer la gestion de ces réseaux sociaux en entreprise. Enfin voilà, tout est possible. Voilà, faut juste le budgétiser et finalement être certain que l'investissement qu'on va y mettre au sein de son entreprise vaut le fait qu'on ait fait ce site internet ou cette communication sur internet.
pour ça qu'on disait tout à l'heure que finalement, il n'y a pas une obligation d'en créer un. Mais quand, voilà. Pour le référencement aussi. Ouais, parce qu'il y a tout le travail qu'à faire derrière. En fait, finalement, alors il y a du référencement gratuit. Ouais, le référencement gratuit, comme son nom l'indique, il est gratuit. C'est un vrai travail en termes de temps à accorder finalement de ça. Et après, le référencement payant coûte cher, oui et non. Finalement, ça va dépendre des achats de mots-clés ou en tout cas des campagnes que vous allez faire sur votre site web. Et toujours pareil. Le retour sur investissement sur une campagne, c'est 200 € par mois pour acheter des mots-clés pour être le premier sur votre secteur, mais que finalement vous faites 3 clics par mois, est-ce que ça vaut... Voilà. Alors si c'est 3 clics avec des clients à 20 000 € à chaque fois, ça vaut le coup. Voilà. Et si j'ai bien compris, la cotisation est 0 à 60 000. Après les 60 000, il n'y a plus de cotisation. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Oui, non, mais importante. Par rapport à la contribution, elle englobe tous les services que la coopérative vous apporte. Donc, l'accompagnement, les formations, on va dire tout ce qui est collectif, qu'on propose à tout le monde. Après, quand vous avez un besoin particulier pour votre activité, là, ça relève de vous. Et donc, forcément, il y a une facturation, soit avec un autre entrepreneur, soit avec quelqu'un de l'extérieur. Mmh. Mais voilà, la contribution, c'est vraiment le fonctionnement interne. Okay. Et par rapport à ce que vous disiez, du coup, mais c'est bien, au-delà de 60 000 €, quand vous arrivez à une marge brute de 60 000, c'est pas qu'il n'y a plus de contribution. Ils payent quand même les 3 premières tranches. Voilà. Non, mais je le dis, vous faites bien parce qu'on a souvent cette remarque, c'est-à-dire, mais par contre, au-delà de 60 000, il n'y a plus d'autres contributions. Ça sera bloqué. Voilà. Parce que sinon, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que ceux qui font le plus gros chiffre, ils payent plus rien, et il n'y a que les petits qui payent. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt pour vous. Mais voilà, ils continuent à payer les 3 premières tranches. Voilà. Et pour revenir sur les questions réseaux sociaux, etc. Vraiment, ce que je vous invite, c'est d'avoir une réflexion, un peu comme on dit sur la création d'entreprise, c'est beaucoup de réflexion, sur votre stratégie de communication, de manière plus large. Il y a des trucs qui ne coûtent rien. Google, c'est plus My Business. C'est encore cool de My Business. Voilà, enfin, déjà identifié. Voilà, faut regarder quel type de communication, pourquoi faire, est-ce qu'il me faut le tout. Nous, on a plein de gens qui nous arrivent et qui disent, je veux créer un site internet, il faut que je crée un site internet. Et puis, bon, est-ce que des fois c'est très utile, des fois, je vais vous donner une adresse. Et puis parfois, on se rend compte qu'il faut déjà utiliser tout ce qui est gratuit. Et donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire une étude de marché sur Google. Gratuit. Il faut être un petit peu malin, mais c'est gratuit. Non, puis, vos premiers réseaux, finalement, la plupart des créateurs d'entreprises vont utiliser leur réseau, le premier cercle, en tout cas, au démarrage. Finalement, ça va être ça aussi. Ça va être quand vous avez une enquête à faire, ça peut être via vos réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de moyens qui permettent en tout cas d'avoir des informations gratuitement. Et puis, et après, moi je rejoins vraiment ça. On parle de stratégie marketing au global, mais finalement, il y a toute la partie com qui est souvent laissée de côté au démarrage, parce que finalement, elle n'est pas hyper nécessaire sur le lancement de l'activité, mais elle vient très rapidement en fait dessus. Et si on n'a pas anticipé justement ces coûts, ça devient complexe parce qu'on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'envies, et finalement c'est souvent le financement à ce moment-là qui est pas encore présent, qui permet pas de mettre entre guillemets la seconde sur cette partie-là. Donc si ça s'anticipe à l'avance, finalement, ça peut s'entreprendre assez facilement. Pour rebondir sur ce que vous disiez, le lancement d'activité, etc. Je ne sais pas si vous connaissez le crowdfunding. Le crowdfunding. Non. Ouais. Financement participatif. Ouais. Ça peut avoir deux axes, mais par exemple, si je lance un produit, je peux utiliser cette technique qui consiste à dire je vais essayer de trouver des gens intéressés par mes produits dans une quantité suffisante. Je me crée un petit stock, j'envoie ces produits à des personnes qui vont payer une contribution pour acheter le produit, et ça vous fait un lancement de produit pas cher, puisque en définitive, ce que vous récupérez les contributions individuelles, vous payez votre stock. Après, il faut un produit physique pour... Oui.
la plupart du temps. Ouais. Club de service, ça marche pas. Hein. Alors, si vous avez un projet qui peut être susceptible d'attirer l'attention de personnes qui sont sensibles à votre projet parce que présente des caractéristiques RSE, environnementales, d'innovation, enfin je ne sais pas, là il y a la capacité de lever des fonds. Ouais. Et même sur du service, sur le crowdfunding, finalement, la plupart des contre-marques, c'est-à-dire que du coup, vous allez payer 100 € pour avoir un produit physique, ou en effet, vous allez payer un produit qui en vaut 200, seulement 100 €, donc ça peut être aussi de lancer un service. Généralement, la plupart du temps, sur ce type de campagne, il y a un avantage pour la personne qui achète le produit ou qui achète le service, soit une réduction sur ce produit-là, soit un système de goodies. Quand je finance des projets, c'est souvent ça. Je vais avoir soit une série limitée spécifique de ce produit-là, soit je vais avoir en effet des goodies de la marque, voilà, des petites choses en plus qui ne vont pas me faire gagner 50 € sur le prix du produit au global, mais voilà, il y a tout le packaging en tout cas qui peut être sympa au démarrage quand on fait du crowdfunding sur un produit ou sur un service. Donc c'est aussi à imaginer potentiellement sur une activité de service. C'est juste comment on le market au démarrage et quel est l'avantage pour les personnes qui vont participer finalement au lancement de votre entreprise. Mais par contre, c'est une belle stratégie de communication, surtout quand on le met en local et si c'est un projet qui en plus retentit sur l'économie sociale solidaire, la SE ou autre, on peut vraiment aller sur ce type de marqueur, quoi. Et sur des petites levées de fonds. Je vous rassure, on ne lève pas des millions d'euros. C'est des petits projets, ça va lever 400 000 €. Puis le principe d'un crowdfunding, c'est qu'on prend un risque pour la personne qui le finance. C'est-à-dire que moi, demain, en fait, si le produit n'est pas créé, si donc je prends le risque d'injecter 50 € dans cette entreprise, si cette entreprise ne crée pas son produit, je peux perdre mes fonds. Donc il y a aussi toute cette notion de crédibilité et finalement de se dire est-ce que ça va aller au bout. C'est un peu un pari aussi de temps en temps, donc il faut faire perdre au fond. Il y a moins de risques sur l'auto, mais... Des systèmes de cagnotte, par contre, sur le projet de société. Exactement, ouais, aussi. Ouais, tout à fait. Ça dépend de la manière dont c'est une cagnotte, vous avez raison, on peut l'appeler comme ça. C'est ça. Ça dépend comment c'est constitué. Souvent, on se donne un objectif. Donc, si je n'ai pas pu intéresser une centaine de personnes, la cagnotte s'arrête et les fonds sont restitués. Exactement. Si on a atteint le seuil, mais que le produit n'est pas délivré, parce qu'il n'est pas prêt, parce qu'il va, les fonds sont délivrés. Donc, c'est les règles de la cagnotte, en fait. Mais il faut que ces règles-là existent, parce que sinon, les donateurs ou les gens intéressés, ils vont être réticents. C'est ça. C'est le niveau de risque qu'on peut prendre sur ce type de projet, quoi.